Bonjour à tous, pour essayer de gagner un petit peu de temps, je vais essayer de gagner un petit peu de temps. J'ai essayé de cacher, je suis informaticien, donc j'ai essayé de cacher tous les détails techniques, sachant que c'est pas du tout pour pas que vous rentriez dedans. Si vous êtes intéressé, vous me contactez, je vous envoie les codes, les modèles, tout ce que vous voulez. Et le message global que je vais essayer de faire passer dans la présentation, résumé en 10 secondes, ça va être si vous êtes intéressé pour étudier la dynamique des réseaux sociaux, la manière dont un réseau social évolue, dont les communautés vont se former, etc. Un outil qui peut être intéressant et qui est intéressant pour ce faire, c'est la simulation multi-agent. Donc sur les principales caractéristiques des simulations multi-agents qui sont intéressantes pour se faire et qui permettent de distinguer ces outils-là par rapport à d'autres outils de modélisation possibles. Le premier, ça va être le type de formalisation qu'on va utiliser ou le type de formalisme qu'on va utiliser, sachant qu'on se repose sur un formalisme qui est le formalisme algorithmique. Jean-Louis, par exemple, sur son modèle, a présenté un autre type de formalisme, des équations aux dérivées ordinaires, on peut appeler ça comme ça. Je ne maîtrise pas complètement. Ici, c'est simplement un autre langage qui permet soit de communiquer avec d'autres scientifiques ou même d'exprimer différemment des informations qu'on peut avoir sur ce qui nous intéresse. Un autre aspect alors qu'on retrouve de manière différente et qui est un petit peu plus classique sur ce type d'approche, c'est la manière de prendre en compte la dynamique du système, ou de modéliser cette dynamique-là. Donc là, c'est par simulation. Donc on va modéliser explicitement ce qui nous permet de passer d'un état 0 à un état 1 de notre système. Par exemple, on a l'état de notre système au jour 1 et quelles sont les transformations qu'on va devoir appliquer pour arriver au jour suivant. Le dernier aspect qui est sans doute le plus important sur les simulations multi-agents, c'est que contrairement à d'autres approches de modélisation qui vont se focaliser sur un aspect, prendre un point de vue macroscopique sur le système qu'on cherche à étudier, les simulations multi-agents vont se focaliser de manière explicite sur les individus. Donc on va essayer de formaliser le plus explicitement possible le comportement des individus au sein de la simulation. Donc si on prend ces trois trucs ensemble, voilà. On obtient des modèles individus centrés, multi-agents, appelez-les un petit peu comme vous voulez, les terminologies ne jouent pas énormément sur le type de modèle qu'on obtient. Et si on essaie de résumer un petit peu la démarche, donc là ce que je vais présenter, c'est pas du tout une méthodologie pour la construction de modèles multi-agents, c'est pour essayer d'éclaircir les différentes étapes et les différents points qui sont importants quand on rentre dans une démarche de ce type-là. On va partir d'un phénomène, en général un phénomène collectif qu'on va chercher à étudier, à comprendre, et de ce phénomène collectif, on va en tirer une question de modélisation. En gros, pourquoi je construis mon modèle, plutôt que de faire une analyse de données, par exemple, sur les informations dont je dispose à propos de ce système-là. Donc j'en tire des hypothèses concernant le phénomène collectif que je cherche à étudier ou à comprendre. Et une étape importante, ça va être de proposer des hypothèses de comportement au niveau individuel. Quelles sont les explications possibles au niveau individuel concernant la formation de ce phénomène collectif ou ces régularités macroscopiques, on va dire. Autre type de points ou de concepts qu'on va essayer de creuser sur une approche multi-agent, ça va être la modélisation des règles d'interaction entre individus. Qu'est-ce que mes individus vont s'échanger? Est-ce qu'il y a de l'influence sociale? Comment je la modélise? Comment je la prends en compte? Est-ce qu'il y a de la diffusion d'informations, par exemple, dans mon système? Etc. etc. Autre aspect à prendre en compte également, d'autant plus intéressant sur une perspective évolution de réseaux sociaux, ça sera quel est le modèle de mon organisation entre agents. Est-ce qu'ils sont organisés de manière plutôt spatiale, avec des règles de proximité concernant les interactions? Est-ce qu'ils sont positionnés plutôt sur un réseau social qui va contraindre les interactions sociales? Et éventuellement s'intéresser, alors c'est pas toujours le cas, assez souvent on prend des réseaux statiques qui ne vont pas évoluer dans le temps, mais on peut s'intéresser également à quelles sont les règles qu'on va mettre en place ou qu'on va vouloir tester pour étudier l'évolution de ce réseau. Quelles sont les règles pour créer des liens, pour supprimer des liens, etc. etc.
Autre aspect qu'on retrouve également assez souvent, en particulier, oui, avec vous, c'est les aspects plus spatiaux concernant les modèles de l'environnement. Donc on peut considérer que les individus sont localisés, situés dans un environnement, et on va s'interroger sur qu'est-ce que cette spatialisation des individus, comment cette spatialisation des individus va impacter sur le modèle, quels sont les types de couplage qu'on va mettre en place entre le modèle de l'environnement, éventuellement son évolution également, et l'évolution de l'ensemble de notre système, des individus, des interactions, de l'organisation. Donc si on prend juste les briques précédentes, ce qu'on obtient c'est simplement notre modèle multi-agent, donc on a une formalisation explicite, on va dire, de l'évolution de notre système, et globalement pour faire tourner notre expérience de simulation, il nous manque un état initial à partir duquel une sorte d'origine du monde artificiel, à partir duquel appliquer ces règles d'évolution. Donc une fois qu'on a réalisé ces hypothèses sur les conditions initiales, on a tout ce qu'il nous faut pour appuyer sur le bouton Run, on va dire, et réaliser ce qu'on appelle une expérience de simulation. Alors un des aspects importants sur les modèles multi-agents, c'est que la production des modèles, voilà, n'est pas directement intelligible à l'observateur. Quand je vais faire tourner ma simulation, j'ai une population par exemple de 5000 individus qui au cours de la simulation vont changer d'état, ils vont interagir, échanger de l'information. Je ne veux pas suivre directement l'évolution, c'est pas directement intelligible, l'évolution des changements d'état de ces 5000 individus. Donc il va falloir que je me repose, que je mette en place soit un système de visualisation, donc ce qui est une forme de représentation d'indicateurs sur ma simulation, mais je dois mettre en place une forme de proxy en fait, pour avoir accès à une partie de l'information qui est contenue dans l'expérience de simulation. Donc c'est des observations qu'on peut mettre en place, soit au niveau individuel, on suit des trajectoires, des évolutions d'état de certains individus au sein de la population, ou des indicateurs au niveau agrégé. Alors, ça peut être le nombre de communautés qui vont émerger, par exemple, si je prends une approche évolution de réseau au sein de ma simulation. Et globalement, une fois que je vais comparer les résultats de ma simulation, ou d'un ensemble de simulations que j'aurais fait tourner avec mes hypothèses de modélisation, je pourrais éventuellement reboucler et retester de nouvelles hypothèses. Alors, avantages et inconvénients de l'approche. Donc, le principal avantage de l'approche, c'est de pouvoir exprimer effectivement des hypothèses au niveau individuel, modéliser la dynamique, prendre en compte la dynamique de ces systèmes-là, et avoir des modèles, des objets qui sont des objets expérimentaux entre guillemets parfaits, au sens où on peut reproduire de manière identique notre expérience autant de fois qu'on veut, en changeant, sans que ça ait d'impact sur notre objet expérimental, le point de vue ou les mesures qu'on va faire sur notre système, ce qui n'est pas du tout vrai sur d'autres objets expérimentaux. Donc je peux changer mon microscope, changer de focale et reproduire ma simulation autant de fois que je veux. Les inconvénients qui sont associés avec cette approche de modélisation, le premier inconvénient, c'est qu'en adoptant cette approche de modélisation individuelle pour essayer de comprendre ou d'investiguer la production de phénomènes collectifs, on capture, c'est l'intérêt de l'approche aussi, on capture une partie de la complexité du système qu'on cherche à étudier, et on la reproduit, et du coup cette perte d'intelligibilité ou le fait que les productions en fait, du modèle, les résultats de la simulation ne soient pas directement intelligibles pour l'observateur, ça vient un petit peu de là. Donc typiquement derrière la difficulté à comprendre la manière dont les résultats de simulation sont produits, la manière dont on les obtient, là on a une démarche presque d'enquête à réaliser pour essayer de comprendre qu'est-ce qui, finement, dans la manière dont j'ai codé mon modèle, dont j'ai formalisé mon modèle, a conduit à la production des résultats de simulation que j'observe. Si par exemple j'observe sur un modèle de dynamique de réseau social, si j'observe la formation de communautés qui vont s'étendre, l'intérêt c'est pas tellement de reproduire cette extension de communauté ou cette croissance de communauté, c'est de comprendre la manière dont je suis passé au niveau du code du comportement des individus à cette extension de communauté.
Et un autre inconvénient qu'on retrouve assez souvent, c'est les problématiques de validation de ces modèles-là, sachant que les problématiques de validation, elles sont fortement liées au type d'usage qu'on peut avoir de ces modèles. Et derrière ces modèles-là, on retrouve des types d'usage qui sont en fait assez différents, et je vous donnerai 2 exemples en fin de présentation. Donc, premier usage de la validation, c'est assez classique, je vais passer rapidement, c'est utiliser les modèles pour comprendre, donc tester, élaborer des hypothèses. Ça peut être sur des modèles assez simples, comme je le montrerai après, faire des simulations prospectives. Je pose des hypothèses sur l'évolution du système. Plutôt que de faire des mesures empiriques sur le système, je vais commencer par coder mon modèle, et puis regarder si mes hypothèses, finalement, elles tiennent la route, ou si en termes explicatifs, je suis complètement à côté. Autre type d'utilisation, c'est les modèles qui sont utilisés pour décider, donc dans une perspective assez classique d'aide à la décision. Donc on retrouve des modèles qui sont finalement la finalité d'un projet de recherche, par exemple. On réalise un projet de recherche pour construire un outil qui permettra, par exemple une simulation multi-agent, qui permettra de prendre des décisions, que ce soit pour la gestion de l'eau, on en retrouve pas mal dans ce domaine-là, gestion des ressources naturelles. Également, on peut mettre en place ces outils-là pour, sur le terrain, permettre de discuter avec les acteurs qui sont directement impliqués dans la gestion de la ressource naturelle. Donc ça, c'est tout ce qui est démarche participative, je ne m'étends pas trop, mis en place par des collègues de l'IRD ou du CIRAD. Je passe rapidement sur tout ce qui est simulation interactive. Donc les simulations peuvent être utilisées également dans un cadre interactif, soit pour le jeu, soit dans des cadres de formation. Et le dernier usage qui me semble être le plus intéressant, c'est finalement pas utiliser le modèle, ou pas prendre en compte le modèle comme un objet qu'on va chercher à produire à l'issue du processus de recherche. Donc c'est pas la finalité du processus de recherche, mais utiliser le modèle comme un outil dans ce processus de recherche. C'est-à-dire, on ne va pas chercher à produire un modèle, on va utiliser le modèle dans un processus d'acquisition de connaissances ou sur le système qu'on cherche à étudier. Donc là, l'élément important, c'est parce que plus la modélisation en tant que telle, parce qu'elle permet de clarifier les concepts qu'on va utiliser pour décrire notre système, parce qu'elle permet également de tester les hypothèses, etc. Plutôt que les modèles eux-mêmes, qui finalement, une fois qu'on a obtenu le modèle et qu'on a travaillé le modèle, il n'y a pas tellement plus d'intérêt que ça, quoi, on peut le jeter. Donc c'est toute la démarche mise en place par Papert il y a très longtemps sur le langage Logo, ou Reznik plus récemment sur la plateforme de simulation StarLogo. L'idée d'essayer de reconstruire les phénomènes pour mieux les comprendre. Hop. Donc un exemple tout de suite sur la thèse de Oz-sur-Mer, qui est sociologue, qui travaille sur la gestion de l'eau à Mayotte. Donc Mayotte, vu comme ça, c'est superbe, il y a un lagon absolument magnifique. Alors sur les premières enquêtes qui ressortaient, c'est que 12% de l'eau du lagon est considérée comme propre. Vous avez 90% à peu près de l'eau du lagon qui n'est pas très saine. Donc il y a un vrai problème d'assainissement sur Mayotte. Et il y a un problème également économique qui est lié à cet assainissement et à la mise en place d'un assainissement sur l'eau. C'est le problème de la facture d'eau qui correspond à tous les travaux d'assainissement qui ont été mis en place, enfin à la mise en place des infrastructures d'assainissement. Donc un des effets qui est assez important, c'est qu'on a 50% des Mahorais, les populations locales, qui consacrent plus de 7% de leur budget à la facture d'eau. Donc 7%, vous regardez votre salaire, calculez rapidement 7%. 7% dans l'absolu, ça ne fait pas grand-chose, mais pour payer de l'eau, ça commence à faire assez cher. Et le fait est que sur Mayotte, en plus, il y a un problème de pauvreté qui fait que les 7%, en fait, on est en train d'entamer sur la part du budget pour alimenter la famille, etc. Et du coup, sur cette... tout le monde m'entend, même si je parle pour sur cette thèse-là, avec Oz, on a essayé de mettre en place, c'est un premier modèle pour essayer d'investiguer cette question-là.
Donc sur Mayotte, en fait, on a une distribution des revenus qui est fortement inégalitaire. Et on a ce problème de la facture d'eau qu'il faut payer. Normativement, c'est hors de question pour un Mahorais de ne pas honorer une facture. Donc ils se sentent obligés de... Nous, ça pourrait être une alternative. Donc ils se sentent obligés de payer la facture quand ils la reçoivent. Et quand ils ne peuvent pas la payer, ils vont demander à des liens à des personnes autour d'eux de payer la facture pour eux. Et on rentre dans un processus qui est assez classique sur Mayotte, qui est observé par Aude, qui est un processus de don contre don. Donc typiquement, les gens qui ont payé la facture pour quelqu'un d'autre, ils attendent un service en retour, ça sera garder les enfants, ça sera bêcher le jardin, etc., etc., sans que l'échange soit complètement formalisé non plus. Ce n'est pas un échange économique avec un contrat qui dit « je te paye ta facture d'eau, en échange tu me gardes mes gamins 5 heures par semaine pendant 15 jours ». Ça reste très informel. Pour autant, il y a ce lien de dépendance quand quelqu'un va payer votre facture d'eau pour vous. Et donc globalement sur le modèle qu'on a mis en place sur ce système-là, donc un premier modèle vraiment pour réfléchir, on génère une population d'un millier d'individus, chacun a un revenu, et puis on va leur demander chaque jour, c'est l'échelle de temps de la simulation, hein, chaque jour ou chaque mois, de payer leur facture d'eau. Et quand ils ne peuvent pas payer, ils vont chercher dans leur voisinage, là ce sera un voisinage spatial, sachant que ça peut être un espace, c'est pas forcément un espace géographique, hein, ça peut être un espace social, ce qu'on veut. Ils vont chercher des individus autour d'eux ils vont leur demander de payer la facture d'eau pour eux. Et c'est tout. Donc globalement, on initialise notre simulation. Et si on prend un coût de l'eau qui est très très faible, voire une eau qui est gratuite par exemple, globalement, si l'eau est gratuite, tout le monde peut payer. Dès qu'on augmente un petit peu le coût de l'eau, on va commencer à voir se mettre en place des formes de réseau. Alors sachant qu'il n'y a pas la formation d'un réseau, il n'y a pas une composante connexe, c'est plutôt des individus avec des gens qui vont graviter autour d'eux, qui sont tous ceux pour qui ils ont payé la facture d'eau en fait. Hein. Donc c'est plutôt des mini-réseaux en étoile autour du truc. Donc là, ça correspond vraiment qualitativement à gros grains, voire à très gros grains, la situation de Mayotte à l'heure actuelle. Donc des individus qui sont dans la capacité de payer, et puis ils vont chercher des proches voisins, des gens au sein de leur village ou au sein de leur famille, qui vont payer pour eux. Et donc le SMEAG, le syndicat mixte qui gère l'eau sur Mayotte et qui finançait la thèse de Aude, en l'occurrence, ont comme projet d'augmenter le prix de la facture d'eau pour financer les coûts d'aménagement, les coûts d'assainissement qui sont liés à l'eau. Et du coup, quand on commence à augmenter le prix de l'eau, on voit assez rapidement, et c'est pas très surprenant hein, quand on y réfléchit 2 minutes, on voit que finalement les personnes qui sont en capacité de payer, ils sont de moins en moins nombreux, ils payent pour de plus en plus de personnes. Donc on passait d'un système qui était relativement distribué avec une aide qui était plutôt locale, à un système, une formation entre guillemets de parrains qui vont payer pour un grand nombre d'individus et attendre des entre guillemets services en retour. Alors Aude ne serait pas du tout d'accord parce qu'elle est sociologue, elle est sérieuse, etc. Mais pour un informaticien, c'est la mise en place de la mafia quoi, au sein de... Et alors on atteint un autre état un petit peu plus tard, si on continue d'augmenter le prix de l'eau, ça va être l'étape où les parrains sont rentrés dans la capacité de payer. Donc ils ne peuvent plus payer pour l'ensemble de leurs concitoyens, et du coup il y a une forme de chute des parrains, de faillite généralisée du système qui n'est plus en capacité de payer les factures d'eau. Donc tout ça pour dire que c'est un petit modèle qui nous a permis de réfléchir à la question. C'est un modèle qu'on a retravaillé en fait avec Aude, en particulier pour ce qui concerne toute l'alimentation par les données issues d'enquêtes qu'elle avait réalisées. Donc on a reconstruit des populations qui étaient plus réalistes, et elle est allée présenter ce modèle-là avec l'hypothèse forte qui était que quand finalement on rajoute de la pression économique sur le système, on va détruire du lien social.
où on va à minima changer la structuration sociale de la population. Elle est allée présenter aux élus qui étaient dans le cadre de comités de pilotage pour la mise en place de l'assainissement. Et ça a été un des outils qui ont permis de ne pas faire augmenter tout de suite la facture d'eau. Ce sera peut-être l'année prochaine. Autre travail un petit peu similaire et un petit peu différent, c'est le travail de thèse de Rémi Casabé qui a soutenu en mars dernier, qui est maintenant au Japon pour continuer de travailler sur ces aspects-là, qui concerne la détection de communautés dans des réseaux dynamiques, qui est un problème assez classique en physique, en informatique, on va dire dans le domaine des réseaux complexes, qui est comment on va détecter des groupes d'individus ou des zones denses au sein d'un réseau. Donc ça, on savait le faire assez classiquement en utilisant du partitionnement sur des graphes statiques. Alors partitionnement, ça veut également dire qu'on partitionne des individus appartiennent à une seule communauté, il ne peut pas y avoir de chevauchement entre les communautés. Ces solutions-là, elles étaient donc appliquées sur des graphes statiques, et il y a pas mal de solutions qui se focalisaient sur la modularité, mais je vais passer là-dessus. L'idée qui était derrière la thèse de Rémi, c'est que finalement, quand on a des informations concernant l'évolution du réseau, quand tel lien se crée, quand tel lien disparaît, quand est-ce qu'il y a interaction entre deux individus, ben, si on agrège cette information pour travailler uniquement sur le réseau statique, ben, on perd de l'information quelque part. Et concernant la mise en place des communautés, avoir une information sur quelle est la séquence finalement d'activation ou de construction des liens entre les individus dans le réseau, ben, ça nous apprend des choses sur la manière dont s'est construite la communauté, et c'est des informations qui peuvent être utilisées pour détecter des communautés au sein du réseau. Donc c'était l'idée de partir d'une séquence ordonnée de création, destruction de liens, donc d'événements qui ont surgi sur le réseau, pour les utiliser dans la construction du réseau. Donc globalement, sur sa démarche, il a identifié des opérateurs en fait, qui ont lieu sur le réseau, sachant que sur la manière dont il a formalisé les opérateurs, les règles qu'il a mis derrière la croissance, derrière la contraction de réseau, ben, elles sont complètement redéfinissables en fonction du système auquel on s'intéresse. Donc typiquement sur la règle de croissance, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va intégrer un nouveau nœud dans une communauté donnée, entre un instant t et un instant t plus 1. Quelle est la règle qui fait qu'on réalise cette opération-là? On se pose la même question pour la contraction. La fusion, c'est quelles sont les conditions qui font qu'à un moment donné, on va fusionner deux sous-communautés en une seule communauté. La division, c'est l'opération inverse. Et on peut se poser des questions, oui, on doit se poser des questions en fait, sur les règles qui vont nous faire créer, émerger une communauté, à partir de quand on dit qu'on obtient une communauté, quand est-ce qu'on va détruire la communauté correspondante. Je passe sur les règles de résurgence de communautés, qui sont des communautés qui peuvent disparaître à un moment donné, et puis réapparaître à un autre moment. Donc c'est très moche. C'est un algorithme qu'il avait appliqué sur des données concernant un réseau d'ISA sur lequel avait travaillé Richard notamment, Richard Bond, Georges Gonzalez, et les données avaient été collectées par Jean-Bertrand Cramp, Jean-Paul. Et donc c'est des données d'observation, de co-observation d'ISAR sur 20 ans, qui ont été réalisées donc, par Jean-Paul Cramp. Et Rémi, en fait, plutôt que de segmenter, comme on pourrait le faire en première instance, ces données en différentes séquences et en travaillant sur les réseaux statiques qui correspondent à ces différentes séquences, il a travaillé directement sur la suite ordonnée des événements de co-observation, ce qui lui a amené à obtenir finalement un réseau qui évolue. Ça ne va pas évoluer en fait. J'ai pas d'images jolies qui font qu'un réseau évolue. C'est dommage. Je viens juste de le réaliser. Ça aurait été peut-être plus parlant. Mais globalement, dès qu'on coupe le réseau à un moment donné, dès qu'on prend une photo de l'évolution du réseau à un moment donné, on obtient une image de ce type-là. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas trop les outils mathématiques pour
pour analyser ces formes de réseaux-là. Pour l'instant, c'est beaucoup limité à de la visualisation. Donc autant on a des outils en analyse de graphes, analyse de réseaux sociaux classiques, statiques, autant sur la dynamique elle-même, on est pour l'instant un peu limité. Et globalement, alors qu'est-ce qui a permis de mettre en place sa solution? Alors, je passe un petit peu sur le système en question que je ne maîtrise pas du tout. C'est notamment de prendre en compte le fait que des individus peuvent être à cheval sur plusieurs communautés. Donc on a des individus en quelque sorte ponts entre différentes communautés. Et on a on retrouve les opérateurs en fait qu'il avait mis en place, type des opérations de scission de communautés, des opérations de fusion de communautés, qu'on observe, alors pas systématiquement, heureusement aussi, hein, ça reste des événements rares, mais qu'on observe sur le réseau d'ISA. Autre type de visualisation qu'on peut étudier, ça va être une représentation type timeline, donc on a le temps qui s'écoule de gauche à droite, et on suit la composition de la communauté, l'évolution de la composition de la communauté, sachant que chaque ligne correspond à un individu au sein de la communauté. Donc ça, c'est à nouveau pour pallier le manque tout de suite d'indicateurs un petit peu plus formels concernant la dynamique, l'analyse de la dynamique des réseaux sociaux. On en passe pour l'instant beaucoup, on passe beaucoup par de la visualisation. Concernant les perspectives de ce travail-là en particulier, et puis des perspectives qui sont intéressantes sur la simulation multi-agent, ça va concerner davantage, parce que tout le travail qu'a réalisé Rémi, en fait, c'était un travail quelque part de représentation objective des communautés. Typiquement, on a un observateur qui va regarder l'évolution du réseau et il va observer des communautés. Et le logiciel va l'aider pour ça, ou la solution algorithmique va l'aider pour ça. Ce qui peut être intéressant, c'est comment un individu se représente sa communauté. Typiquement, de mon point de vue, si je regarde la communauté SNAS, j'ai une certaine représentation avec des bordures en termes d'individus, en termes disciplinaires éventuellement, ce qui n'est pas forcément partagé par l'ensemble des personnes qui composent ce réseau-là. Et un des éléments qui me paraissent intéressants, c'est d'essayer de regarder comment est-ce que se conjuguent finalement ces différentes représentations au sein du système pour former ou pour influencer sur l'évolution du réseau social correspondant. C'est pas forcément très clair, mais vous avez compris vaguement l'idée. Et je crois que c'est tout. On n'a pas le temps pour les questions, mais il y aura un atelier cet après-midi sur la dynamique des réseaux sociaux, je pense qu'après